Voilà. Donc, commençons. Bienvenue à notre webinaire euh, dédié à la RTLB, restriction légale de la taille des bois. Je pense que vous savez bien de quoi il est question. Mon nom est Stéphanie Vadnet. Je suis directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Donc, je serai accompagnée ce matin par Yvon Courchaine et Michel Barry qui apparaissent dans l'écran. Je pourrais vous les présenter là, un peu mieux tout à l'heure. Donc, d'abord, peut-être répondre un peu peut-être faire une petite mise en contexte de pourquoi on a voulu faire cette rencontre-là ce matin, puis pourquoi on a préparé un grand dossier qui est disponible sur notre site Web. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le consulter, je vous invite à le faire. C'est un espace où on a vraiment rassemblé l'information. Puis l'objectif est le même, en fait, pour le grand dossier, pour le webinaire, c'est vraiment justement de rassembler l'information, de la rendre accessible, de la rendre claire, concise, pour permettre à tous et chacun de se positionner par rapport à ce projet-là, qui est la restriction de la taille légale des bois. Il y a plusieurs informations qui circulent dans différentes tribunes. Il y a de l'information scientifique, il y a de l'information plus émotive, il y a de l'information qui peut être plus difficile aussi à comprendre dans son ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de mâcher cette information-là, puis de vous donner le plus d'informations possibles pour vous éclairer, puis répondre à vos questions. Donc, il y aura également à la suite de cette présentation un court sondage qu'on va vous faire parvenir par courriel. C'est dans ce même courriel que vous pourrez avoir le lien de rediffusion de cette session. Et vous aurez du même coup notre adresse courriel là, pour nous faire parvenir des questions supplémentaires s'il y en a qui vous viennent après la rencontre. On vous invite à y répondre, évidemment. Puis, on- parce qu'on a besoin de l'avis d'un maximum de chasseurs pour bien représenter la communauté puis bien être en mesure de se positionner. À ce sujet-là, concernant la position de la fédération, c'est important de mentionner que présentement, on est vraiment en période d'information. Donc, on veut informer les communautés de chasseurs pour, du même coup, prendre le pouls de ce qui se passe dans les différentes régions, de l'avis des chasseurs au sujet de la RTLB. Et notre travail après, avec notre conseil d'administration, ça va être de récolter ces avis-là, récolter les commentaires des chasseurs pour bien se positionner et ensuite jouer notre rôle là, de partenaire ou quand on sera consulté par les instances, ben, on va être en mesure de bien représenter nos membres. Donc, c'est là qu'on en est. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on fait ces activités-là, qu'on veut transmettre l'information. C'est pour permettre aux chasseurs, chasseuses d'avoir un éclairage euh, le plus possible par rapport aux différents enjeux, d'avoir un espace pour poser des questions, pour bien comprendre, pour ensuite être en mesure de se positionner. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on vous rencontre ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. La façon que ça va se passer, en fait, c'est qu'il va y avoir une présentation de Michel et Yvon. Environ une demi-heure, là, plus ou moins une demi-heure, dépendamment là, du flow là, qu'on prend ce matin. Puis, il y aura une période dédiée aux questions par la suite. On va prendre les questions également. En fait, la meilleure façon là, pour poser vos questions, c'est d'utiliser le chat. Donc, vous pouvez nous les faire parvenir via le chat et on sera en mesure soit de vous répondre instantanément via le chat ou de garder vos questions pour des réponses à la fin du webinaire. Et comme je le disais, ce sera possible si jamais on n'a pas eu le temps d'y répondre ou quelque raison que ce soit. Utilisez l'adresse courriel dans laquelle on va vous faire parvenir le suivi de rencontre pour nous poser nos questions et ça nous fera plaisir de répondre. Donc, nos intervenants pour ce matin, M. Yvon Courchaine, qui est biologiste de formation retraité et président de notre régional du Centre du Québec. C'est également notre porteur du dossier Serre de Virginie
et donc à RTLB au sein de notre conseil d'administration. Et Michel Barry, qui est biologiste à la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Ça fait plusieurs années que Michel baigne dans le milieu de la chasse à titre de biologiste. Donc, ils vous ont préparé une présentation. Comme je vous disais, les questions seront à la fin, mais n'hésitez surtout pas à interagir via le chat. Et c'est sans plus tarder que je laisse la parole à Michel et Yvon. Il parle en premier. Ah, je peux y aller. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis prêt à commencer. Tu as un petit mot à dire avant que je débute, Yvon? Bienvenue tout le monde ce matin, là. C'est sûr qu'il fait un beau soleil, là. C'est pas une journée pour rester assis devant un ordinateur, mais quand même, on est content de voir qu'il y a des participants et qu'il y a un intérêt pour notre webinaire. Et tout ça va permettre aux gens qui vont être sollicités par le ministère, entre autres, là, qui a démarré un sondage là, il y a quelques jours qui va se terminer le 9 juin. Donc, de s'informer correctement, puis de poser des questions à travers notre webinaire et aussi avec les courriels qui peuvent être envoyés à la FDCP. Donc, c'est une bonne source d'information. Puis, on espère que vous allez apprécier ce qu'on va vous présenter. Merci. Je plonge dans ma présentation. Je vais partager mon écran. Je vais mettre ça en plein écran. Et voilà. OK. Donc, bonjour à tous. C'est le troisième webinaire qu'on présente depuis 2 semaines. Ce sera aussi le dernier. Donc, l'objectif ce matin, c'est de partager avec vous les plus récentes conclusions du projet pilote que le ministère a réalisé dans les dernières années, dans les zones 6 Sud, 6 Nord. Vous le vulgariser à notre façon, au mieux de nos connaissances. Bien entendu, on n'est pas en mesure d'aller dans tous les recoins là, scientifiques, la RTLB, ni de décortiquer tous les détails. Il nous manque des informations. Mais c'est surtout pas de jouer la polémique ce matin, mais ce qu'on souhaite, là, c'est vous aider à porter un regard global de la RTLB dans le contexte québécois et puis de vous aider à vous faire une idée le plus claire possible à ce sujet. Donc, quelques mots sur la RTLB, qui est issue du QDM, que certains connaissent certainement. Donc, c'est quoi le QDM? C'est le Quality Data Management, qui est né aux États-Unis vers la fin des années 1960. Les États-Unis vivent depuis très longtemps avec la sœur de Virginie. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, sur la gestion. En fait, il y a une plus longue historique de gestion aux États-Unis qu'au Québec en matière de sœur de Virginie. Donc, c'est sûr qu'ils ont tenté au fil du temps des modes de gestion dont on peut s'inspirer maintenant. Un de ces modes de gestion-là est la QDM, Quality Data Management, de laquelle on tire la RTLB qu'on a implantée dans les zones 6 au Québec. Donc, c'est quoi la RTLB? C'est une restriction sur la taille légale des bois, des cerfs mâles qui sont récoltés à la chasse. Puis comme je viens de le dire, c'est une modalité d'exploitation qui est issue de Quality Management, qui est un mode de gestion participatif basé sur 4 piliers. Quels sont ces 4 piliers? Le premier est la gestion du cheptel. Donc, dans un secteur, on détermine le nombre approprié de cerfs récoltés par âge et par sexe. Donc, ce qu'on vise à atteindre, c'est le nombre optimal de cerfs par rapport à la capacité de support de notre habitat. Donc, la RTLB est une mesure réglementaire qui est associée à la gestion du cheptel. Pour vous donner une idée, là, en théorie, on vise quelque chose comme 5 cerfs par kilomètre carré d'habitat. Donc, dans le sud du Québec, où il y a une mosaïque de milieux forestiers, milieux agricoles,
qui représente l'habitat du cerf. On vise 5 cerfs par kilomètre carré d'habitat. Le second pilier est la gestion de l'habitat lui-même. Donc, on aménage l'habitat de façon à offrir aux cerfs le régime alimentaire le plus équilibré possible, ainsi que les caractéristiques d'habitat qui sont utiles à faire son cycle biologique. La production de champs nourriciers, par exemple, peut être une technique utilisée dans le QDM. L'aménagement forestier, bien entendu, aussi. Puis on peut peut-être pousser ça jusqu'à aller au contrôle des prédateurs. Donc, on s'assure que l'habitat dans lequel on chasse ou on fait de la gestion du cerf est le meilleur possible pour les populations. Le troisième pilier, la gestion des chasseurs eux-mêmes. Donc, puisque ce sont eux qui procèdent au prélèvement de cerfs, leur adhésion au mode de gestion est importante. On dit que leur éducation à la QDM est cruciale. En fait, il faut que les chasseurs comprennent leur rôle et les impacts de leurs actions au travers de la QDM et que leur implication est essentielle à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas juste au moment de la chasse qu'ils doivent adhérer à la QDM, c'est tout le long de l'année pour s'assurer de la réussite de ce mode de gestion-là. Donc, le dernier pilier de la QDM est la surveillance du cheptel. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est suivre l'évolution de nos populations. On recueille des données concernant la récolte, la mortalité, les observations. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter des populations de cerfs, la chasse, les maladies, les accidents, la prédation. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mesurer si nos actions sont adéquates et si elles sont performantes. Donc, ça fait le tour des 4 piliers de la QDM. De la QDM, on retient que nous, on a appliqué la RTLB, qui est issue du premier pilier, qui est quand même une des mesures, je dirais, phares de la QDM. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la RTLB en soi n'est pas un mode de gestion en accord avec la QDM. Il s'agit d'une modalité d'exploitation qu'on peut entrer dans un plan de gestion. Donc, c'est un outil parmi d'autres outils réglementaires qui peuvent nous aider à gérer les populations de cerfs de Virginie. Donc, il faut bien faire la distinction, je crois, entre le fait que la QDM est un mode de gestion et que la RTLB, c'est une modalité réglementaire issue de la QDM. Donc, pour le Québec, ce que ça veut dire, c'est ainsi que c'est mentionné dans la réglementation. Dans les zones 6 nord et 6 sud, un cerf avec bois, donc de 7 cm ou plus, doit respecter la norme sur la restriction de la taille légale des bois, c'est-à-dire avoir des bois qui portent un minimum de 3 pointes de 2 cm et demi ou plus sur au moins un côté du panache. Donc, c'est comme ça qu'on l'évoque dans la réglementation. Pour l'illustrer, on a cette photo-là qui s'est promenée beaucoup ces dernières années. On comprend ce qu'il y en est. Maintenant, le projet pilote lui-même. Donc, je vous ai parlé de QDM dans le but de vous indiquer d'où sortait la RTLB. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec la RTLB au Québec? La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que faire un petit historique d'où sort le projet pilote. Donc, la première prise de position de notre fédération à l'égard de la protection des jeunes mâles est survenue en 2008. Ça fait quand même 15 ans. Donc, à l'époque, on avait été approché par François Pelletier et Luc Brodeur, qui militaient déjà, eux, pour la QDM. Ils suivaient ce qu'ils faisaient aux États-Unis, puis ils se sont dit, bien, possiblement qu'il y a quelque chose d'intéressant pour le Québec dans cette histoire-là. Donc, comme beaucoup de projets qui naissent chez nous, notre fédération a accepté de défendre le message de François et Luc auprès du gouvernement, avec l'espoir de voir arriver une mesure. À cette époque-là, on souhaitait que ça arrive peut-être pour le plan de gestion 2010. Là, vous comprenez que ça a été beaucoup plus long que prévu, parce que c'est en 2013, finalement, que le gouvernement nous a présenté un projet pilote duquel il nous a dit qu'il débuterait en 2016. Donc, nous, comme fédération,
On a donné notre aval au projet pilote. Et notre position depuis 2016 et celle-ci, c'est que on s'est entendu avec le gouvernement pour mettre un projet pilote en 2016. On était d'accord avec eux sous la forme d'un projet pilote soutenu par une expérience scientifique. Donc, on s'est dit, maintenant, on laisse dérouler le projet en entier avant d'entreprendre toute action. Donc, le projet pilote est maintenant terminé. On est 7 ans plus tard. On est à l'heure des bilans. Et puis, c'est ce qu'on fait présentement. Donc, avec vous, puis on le fait chez nous en même temps, le bilan du projet pilote. Euh, Donc, c'est pas d'hier qu'on est intéressé par la RTLB. Peut-être un petit complément, Michel. Dans le fond, le projet pilote, le ministère y tenait beaucoup à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est un peu à la limite nord de l'aire de distribution du Sud de Virginie. Et il se posait beaucoup de questions sur quels seraient les effets du RTB sur la population de cerfs, sur le segment mâle, puis sur les chasseurs. Donc, avant d'implanter ça dans d'autres régions, ils ont dit on va faire un test, un projet pilote pour s'assurer de l'effet de la mise en place d'une telle réglementation. Ben, je te laisse la parole. Parfait. Je continue. Donc, prémisse importante au projet pilote. Sur quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, là, ce que le ministère nous a dit, puis ce qu'il nous avait présenté à l'époque, c'est que le projet a été réalisé selon un protocole respectant les critères imposés par la méthode scientifique. Donc, on fait des protocoles expérimentaux, on fait de la cueillette de données, on procède à l'analyse et l'interprétation des résultats, et pour en tirer des conclusions qui nous apparaissent solides. Les analyses statistiques ont été effectuées par des experts de l'Université Laval, donc ce sont des experts indépendants. C'est quand même intéressant de le savoir parce ce sont des experts indépendants. Donc, ça nous indique qu'il y a quand même quelque chose de valable en arrière de tout ça. Note sur la validité des résultats. Donc, tout simplement dire que lorsqu'on énonce qu'il y a ou qu'il n'y a pas de différence significative entre deux statistiques mesurées, là, donc on va voir ça dans les prochaines diapositives. Il faut comprendre que ce n'est pas des décisions arbitraires, c'est justement décidé par les calculs qui ont été faits par les experts en biostatistique, notamment ceux de l'Université Laval. Donc, des fois, il y a des chiffres qui sont drôles, mais ces experts-là, ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils s'en tiennent aux chiffres. Puis peu importe les conclusions, qui nous semblent adéquates, un peu bizarres ou un peu particulières, il se fait à leur calcul pour déterminer les conclusions. Le site du projet pilote, donc s'il y en a qui sont moins familiers, c'est pour ça que je voulais quand même le présenter ici. Les zones 6 Sud et 6 Nord, c'est ici que c'est déroulé la RTLB avec la zone 7 Sud comme zone témoin. Je l'ai ici à plus grande échelle. Donc, on voit la 7 Sud avec la ville de Victoriaville et les zones 6 Nord et 6 Sud avec Sherbrooke qui se situe à peu près au centre. Si on a choisi ces zones-là pour implanter la RTLB, c'est parce qu'elles répondaient à des critères particuliers. Donc, ça prenait un intérêt des chasseurs et des intervenants du milieu à participer au projet. Ça prenait une densité élevée, sinon très élevée, de cerfs, avec une récolte importante qui permettait de détecter, en fait, les effets potentiels de la modalité. Puis la possibilité, puis ça, c'est important et intéressant, je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, la possibilité d'augmenter le nombre de permis de chasse aux cerfs sans bois alloués par tirage au sort pour compenser la baisse attendue de la récolte de jeunes mâles. Et la zone sud, ce qu'elle vient faire là-dedans, bien, puisque le projet pilote a été réalisé sans qu'on ait de données préalables, la RTLB est arrivée, c'est une nouvelle mesure au Québec, donc on n'avait pas pris le temps les années auparavant de prendre des mesures en fonction de la RTLB, on ne connaissait pas ça. Donc, on a commencé à prendre des mesures dès 2016 dans les zones 6 Sud, 6 Nord.
mais on a pris aussi des mesures dans la zone 7 sud qui nous servaient de zone de comparaison aux fins de calcul. Aussi, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de permis attribué à une zone, là. C'est ce qui est arrivé dans le cours du processus, là. OK. L'échelle de temps du projet pilote, on a commencé à prendre des données en 2016. Ça s'est terminé avec la chasse en 2021. En fait, il y a eu quelques récoltes de données au printemps 2022, mais c'était ici qu'était prévue la partie scientifique. La chasse avec les RTLB a commencé en 2017, c'est terminé dans le cadre du projet en 2021. On maintient présentement la RTLB pour ne pas changer continuellement là, les modalités de gestion dans ce coin-là, pour voir ce qui va arriver dans les prochaines années. Puis les analyses et rapports là, qui ont été produits en 2022 et 2023. Le rapport a notamment été publié là, il y a quelques semaines. Pour en revenir au projet pilote, tout considéré, y a-t-il un avantage à instaurer une réglementation sur la taille des bois pour la chasse au cerf de Virginie au Québec, que ce soit pour l'ensemble de la province ou pour des zones en particulier? Vous allez comprendre là, que la situation du cerf n'est pas pareille partout au Québec, là. Si on part de la Gaspésie en descendant vers à la Oui. frontière américaine, là, le milieu change. Donc, il y a peut-être des choses à considérer là. Est-ce que tu disais quelque chose, Yvon? Donc, moi, effectivement, là, je veux dire, il y a quand même une grande différence là, d'habitat, de température, chute de neige, c'est quand même assez variable, là. Donc, il faut s'interroger sur la pertinence de l'instaurer partout à grandeur ou si c'est juste dans des zones particulières. OK. Oups, pardon. Donc, il y avait trois axes d'études. Les impacts de la RTLB sur les cerfs mâles, donc la structure d'âge, les caractéristiques physiques en tant que telles des cerfs mâles. Les impacts de la RTLB sur les populations, donc la récolte, les ratios mâle-femelle et tout ça. Et le troisième axe d'étude, l'impact de la RTLB sur les chasseurs eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si je vous fais part ici du bilan dont je tire les informations là, dans le bilan synthèse du projet pilote qui a été publié il y a quelques semaines par le ministère. Impact de la RTLB sur les cerfs mâles. Donc, la première chose qu'on a constatée, c'est que la RTLB permet de soustraire une bonne partie des jeunes mâles de la récolte. En fait, on dit qu'elle permet de soustraire 87 des jeunes mâles d'un an et demi et 44 des 2 ans et demi. Ce qui arrive, en fait, c'est que il y a 87 des jeunes mâles d'un an et demi qui n'ont pas atteint 5 pointes. Donc, eux, ils sont épargnés, ils sont sauvés en tant que tels. Mais il y a quand même une proportion des mâles plus vieux qui n'ont pas atteint 5 points. Fait qu'eux aussi, ils se trouvent à être préservés. C'est de là le 44 C'est quand même une bonne proportion des bottes de 2 ans et demi qui n'ont pas atteint la norme RTLB. Mais ce qu'on retient finalement, c'est que ça marche pour préserver les jeunes mâles d'un an et demi. Donc, par conséquent, elle permet la récolte de mâles plus gros. C'est ce qui est un succès en soi. Donc, en appliquant la RTLB, on arrête de chasser les jeunes bocs d'un an et demi. On dirige tout l'effort de chasse vers des mâles plus gros. Donc, les mâles qu'on récolte sont plus gros, tout simplement. Mais ça change vraiment l'esprit de la chasse. Donc, on élimine les jeunes mâles d'un an et demi de la récolte. Fait que notre récolte est concentrée et est faite de mâles qui sont plus gros. Pour certains, c'est ce qui est le principal objectif de la RTLB, de laisser grossir les jeunes, ben, l'objectif est atteint. Ça va être bon? Oui, c'est bon. Pour donner une petite idée, ici, c'est un tableau intéressant qui est tiré du bilan synthèse qui a été publié. Si on prend pour les zones 6 nord et 6 sud, là,
les bocs, ça, c'est ici, là, les 2718, c'est 2718 cerfs qui ont été pesés et mesurés dans les stations d'enregistrement, donc prélevés par la chasse. Si pour la zone 6 Nord, on prend les bocs de 2 ans et demi et plus, ils constituent pour l'ensemble de tous les animaux qu'on a pesés dans cette zone-là au cours du projet pilote, 68 des animaux. Donc, c'est beaucoup, là. La proportion de mâles de plus d'un an et demi est très intéressante à 68. Pour la zone 6 Sud, ce pourcentage-là est de 80. Donc, les bocs de plus de 2 ans et demi ou de 2 ans et demi et plus représentent 80 des animaux mesurés prélevés à la chasse, ce qui est très intéressant. Puis si on compare avec la zone 7 Sud, là, on tombe à 46. Donc, il y a quand même une bonne différence dans les proportions de mâles de 2 ans et demi et plus qui sont capturés à la chasse. Fait que ça nous dit finalement, c'est tout simplement ça, que la RTLB, dans le but de capturer des mâles qui sont plus gros, ça fonctionne. Malgré ça, cependant, la RTLB n'a pas contribué à modifier les caractéristiques des mâles à un âge donné. Donc, les mâles de 2 ans et demi ou ceux de 3 ans et demi ou ceux de 4 ans et demi ne sont pas nécessairement plus gros que des animaux du même âge dans la zone témoin ou dans d'autres zones autour. Donc, la RTLB n'influence pas la grosseur des mâles en tant que telle. Donc, elle ne leur permet pas de grossir plus vite par rapport à des zones où il n'y a pas de RTLB. Maintenant, l'impact de la RTLB sur les populations de cerfs. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui sont mesurés concernant l'abondance de la population. Ça, ce sont des suivis habituels que le ministère fait. Là-dedans, pour mesurer l'abondance des populations, que ce soit un peu partout au Québec, là, on utilise les données de collision routière, la récolte de mâles durant la saison de chasse à l'arme à feu. On fait des relevés de carcasses, on fait des inventaires aériens. Donc, on fait un suivi qui est quand même complet, qui comporte beaucoup d'éléments. Puis, selon ces indicateurs-là, il n'y a pas la RTLB n'a pas eu d'effet sur l'abondance des populations. Donc, notamment sur les collisions routières, il n'y a pas eu de changement majeur décelé à cause de la RTLB. Et puis, concernant les inventaires aériens, cependant, là, je fais un petit bémol. On n'est pas, si on est bon pour faire des inventaires aériens sur les orignaux au Québec, faire des inventaires aériens sur les cerfs, c'est beaucoup plus difficile. Bon, j'ai peut-être un commentaire là-dessus, là. Dans le fond, c'est que ça a été confirmé par le ministère lors de la mise en place du nouveau plan de gestion, c'est que les méthodologies d'inventaire qui ont été développées sont surtout faites pour la forêt, hein, donc sans qu'il y ait trop de milieux ouverts. Alors que dans les trois zones qui ont fait partie du projet pilote, ben, c'est quand même une mosaïque là, agroforestière, donc des milieux ouverts, milieux plus forestiers. Donc, la méthode qui est actuellement approuvée par le ministère ne tient pas compte de ces milieux ouverts-là. Fait que donc, ils sont supposés, ce qu'ils nous avaient dit, c'était qu'ils voulaient développer une autre méthode pour tenir compte de ces espaces-là ouverts où les cerfs peuvent se regrouper parfois en hiver en grand nombre. Là. Fait que ça crée un biais sur l'inventaire. Fait que donc, parce que les cerfs qui sont dans ces milieux ouverts-là ne devraient pas être comptés selon la méthode. Fait que donc, c'est pour ça que pour eux autres, c'est pas actuellement un indicateur fiable. Là. Donc, je continue. Oui. La RTLB n'a pas eu d'effet sur le nombre moyen de cerfs abattus par jour de chasse. Cependant, le nombre moyen de mâles abattus par jour de chasse a été significativement moindre dans les zones avec RTLB que dans la zone témoin. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est qu'en appliquant la RTLB, en soustrayant, bien entendu, les mâles d'un an et demi de la chasse,
bien là, on chasse seulement des mâles matures, des mâles plus gros qui sont qui sont plus difficiles à chasser. Fait qu'on baisse le nombre de mâles qu'on capture en proportion de la récolte totale dans les zones RTLB. Donc, il n'y a pas eu d'effet sur le nombre moyen de cerfs abattus par jour de chasse. Donc, le succès global de chasse demeure le même, mais celui sur les mâles a diminué. Ah, Mais oui. j'allais juste dire, je dis ça, puis ça a l'air négatif, mais ça peut parfaitement être le choix des chasseurs de dire, ben, on aime mieux chasser moins de mâles, puis garder des mâles qui sont plus gros. Ouais, j'ajouterais que c'est ça, selon les différentes statistiques qu'on présente dans la littérature, là, on sait que les 2 premières années d'exploitation de ce mode de gestion-là, RTLB, là, on peut avoir des réductions de 40 à 50 euh, des mâles récoltés. Et cet effet-là, dans le cadre de projets expérimentaux, a été compensé par des serres sans bois. Le nombre de permis de serres sans bois a été augmenté pour maintenir un bon niveau de récolte. Donc, ça, c'est important les 2 premières années d'avoir cette mesure-là qui est mise en place. Donc, ensuite, le nombre de femelles abattues par jour de chasse dans les zones avec RTLB a été plus élevé que dans la zone témoin. Ça, il y a une raison à ça, puis ça rejoint un peu la diapositive précédente. Ça s'explique que par le fait qu'on a haussé le nombre de permis alloués par tirage au sort. Donc, en fait, les chiffres nous disent que c'est une augmentation annuelle de 10 à 15 de la proportion de serres sans bois dans la récolte totale dans les zones 6. Donc, lorsque on a appliqué la RTLB dans les zones 6, on savait qu'on enlevait les jeunes mâles de la chasse, mais là, le ministère ne voulait pas que le succès de chasse global chute trop. On veut garder un succès de chasse à peu près égal d'année en année pour le bénéfice des chasseurs. Donc, en soustrayant les mâles d'un an et demi, ben, pour compenser cette perte-là, ben, on a augmenté le nombre de permis alloués par tirage au sort. Donc, on a voulu compenser la perte des jeunes d'un an et demi par l'augmentation des serres sans bois. Donc, c'est ce qui explique qu'on abat plus de femelles dans les zones RTLB que dans la zone témoin. Un autre aspect qui est intéressant, lorsqu'on parlait de RTLB, on misait, on misait sur le fait que peut-être en modifiant les ratios mâles-femelles ou c'est ça, en intervenant c'est ça, sur le ratio mâle-femelle, on améliorait la dynamique donc des activités de reproduction, de sorte qu'on s'assurait que les femelles seraient fertilisées plus dans une période plus courte, plus tôt à l'automne, de sorte qu'on pourrait synchroniser un peu la naissance des petits au printemps. Donc, si les petits naissent plus tôt au printemps, ça leur donne une plus longue saison de printemps et d'été pour grossir, de sorte qu'ils arrivent à l'automne en meilleure forme pour attaquer leur premier hiver. Donc, de ce fait-là, on assurerait la survie des jeunes à leur premier hiver. Et puis, s'il y en a plus qui survivent à l'hiver, ben, ça pourrait même avoir une implication sur l'abondance des populations. Donc là, il y a une chaîne d'événements qu'on pensait qui pourrait se produire en appliquant la RTLB. Cependant, les analyses démontrent que finalement, la RTLB n'a pas eu d'impact sur les taux de gestation. Ça, c'est le nombre de femelles qui sont enceintes. Ou la productivité, ça, c'est le nombre de petits qui sont produits par les femelles. Donc, finalement, la RTLB ne permet pas d'améliorer la survie ou la grosseur des fans à leur premier automne, puis ne permet pas éventuellement non plus
d'augmenter l'abondance des populations. Il y a peut-être certains éléments qu'on pourrait ajouter. Dans le fond, la date de conception, comment ils ont fait pour un peu arriver à établir ce fait-là? Dans le fond, c'est basé sur la récolte des cerfs qui sont accidentés, donc les femelles qui sont frappées par les automobiles. Donc, avec qui sont, dont ils font des autopsies, donc du fœtus. Donc, on peut par rétrocalcul, avec la taille du fœtus, la date de l'accident, ben, établir les dates de conception. Et de mémoire, là, tout se déroule sur à peu près 5 semaines à l'automne. Mais on sait quand même qu'il peut y avoir un deuxième, puis un troisième estrus là, qui peut aller peut avoir des fécondations qui ont lieu jusqu'au mois de janvier. Donc, puis un mâle va rester actif là, de 1 an et demi jusqu'à 7 ans facilement. Ok. En fait, lorsqu'on regarde ça d'un point de vue théorique, on pourrait se dire, c'est vrai que la RTLB pourrait dynamiser les activités de reproduction, puis faire la chaîne d'événements dont on vient de parler. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la nature, c'est la nature. Puis là, faut tenir compte des impacts de la qualité de l'habitat, de la génétique des animaux aussi. Puis finalement, ça entre en ligne de compte. Par exemple, si un jeune vient au monde tôt au printemps, mais qu'il ne vient pas au monde dans des conditions d'habitat qui sont favorables, donc ça peut nuire à son développement, de sorte que même s'il est né tôt au printemps, finalement, il ne survivra pas mieux à son premier hiver. Puis ça aussi, ça dépend de l'âge de la femelle au moment de la fécondation. Si la femelle est trop jeune, parce qu'il y a des cas là, de même des 0,5 ans qui peuvent être accouplés. C'est sûr que ces femelles-là, ils n'ont pas la compétence, dans le fond, pour mener un fœtus à son plein développement parce sont encore dans des périodes d'apprentissage. Donc, ils n'amènent peut-être pas le petit ils n'ont peut-être pas assez de lait, ils n'amènent pas les petits dans des bons sites d'alimentation. Il y a tous des- des facteurs qui font que éventuellement, au début de l'automne, ce fœtus-là, pas fœtus, mais ce fan-là va être quand même petit encore. Puis OK. juste pour terminer, excuse-moi, Non, c'est pas grave. puis faut pas penser que ce qu'on dit là est pas vrai. Il y a effectivement dans les statistiques là, qui ont été mesurées durant le projet pilote, là, c'est 3 ou 4 cas de 0,5 qui ont été fécondés. Oui, 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 oui. OK. Euh, Là, on passe du côté du ratio mâle-femelle. Je sais aussi que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Euh, pour le ministère, il n'existe pas de façon scientifique fiable d'évaluer les ratios mâle-femelle des populations sauvages. Donc, ce qu'on fait, on y va par sondage auprès des chasseurs. Donc, à chacune des années, il y a plus de 3000 chasseurs qui ont répondu au sondage du ministère. Et selon les réponses qu'ils ont données, donc selon les observations de ces chasseurs-là qui ont répondu au sondage, ils ont noté une légère différence dans le ratio mâle-femelle qui serait passé de 1 mâle pour 4 femelles à 1 mâle pour 3 femelles. La différence n'est pas significative, donc on ne pourrait pas vraiment l'utiliser pour prendre des décisions de gestion, mais il reste qu'il y a peut-être une tendance là qui est intéressante. Dans le fond, peut-être juste pour question d'information, là, la gestion actuelle des populations de cerfs au Québec et en Amérique du Nord est basée sur un- un ratio qui favorise les femelles. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est l'outil qu'on peut utiliser pour augmenter, donc rouvrir la valve ou fermer la valve pour récolter plus de serre ou moins de serre en fonction
conditions hivernales, différents facteurs. C'est pour ça qu'on a des tirages au sort de serre sans bois, puis que le nombre de permis varie d'année en année. C'est pour maintenir un ratio favorable en faveur des femelles. OK. Maintenant, l'impact de la RTLB sur les chasseurs, le dernier axe de recherche. On remarque que la pression de chasse dans les zones 6 Nord n'a pas augmenté de manière significative dans les zones du projet pilote. Le RTLB n'a pas non plus influencé le nombre moyen de journées consacrées à la chasse, sauf en 2017, année de la hausse des permis de serre sans bois alloués. En 2017, on a augmenté fortement le nombre de serres sans bois alloués. Peut-être que ça a eu un effet attractif là, sur les chasseurs à ce moment-là. Mais ici, le phénomène en arrière de tout ça, hein, c'est si la pression de chasse n'augmente pas dans les zones 6 Sud, 6 Nord, on le sait que ce sont des terrains privés dans ce coin-là, donc ça prend des autorisations pour aller chasser là. Donc, ça met un filtre automatique. Les chasseurs de partout en province ne peuvent pas se déplacer pour aller dans le sud du Québec pour aller chasser s'ils n'ont pas d'autorisation. C'est un filtre important. Puis même si des zones comme les zones 6 Sud et 6 Nord peuvent paraître extrêmement intéressantes pour la chasse, c'est quand même pas permis à tout le monde d'y aller. Puis finalement, ça met un filtre et ça empêche là, la surexploitation de certains territoires. Puis finalement, ben, la RTLB n'a pas eu d'effet sur le succès de chasse global, mais a fait diminuer le succès de chasse pour le mâle. Donc, j'en ai traité un petit peu plus tôt aussi. Donc, le succès de chasse global dans les zones du projet pilote a été maintenu, mais ça a fait diminuer le succès de chasse pour le mâle. Mais en choisissant la RTLB, on était conscient que ça pouvait aller vers là. Donc, si le succès de chasse global se maintient, c'est qu'on compense par des permis de serre sans bois. Puis le succès de chasse au mâle diminue parce qu'on soustrait les jeunes d'un an et demi. Faut dire aussi que beaucoup de chasseurs au Québec vont chasser avec les sites à pâtés, hein, donc les cerfs qui fréquentent ces sites à pâtés-là sont souvent des jeunes, des femelles, des jeunes mâles. Les grands mâles de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, sont plus frileux à se présenter sur des sites d'appartage. Ils vont venir de nuit. Donc, ça explique un peu aussi le pourquoi du succès qui va être peut-être un peu moindre, là, parce que les techniques de chasse qui sont utilisées sont peut-être moins performantes pour les grands mâles. Donc, dernier élément, donc l'appui à la RTLB n'a pas significativement varié au cours du projet pilote, mais ce n'est pas très grave puisque en 2021, cet appui se situe à environ 67 dans les zones RTLB et dans la zone 7 Sud, comparativement à 57 en 2016. Donc, ce qu'on retient, peu importe si significatif ou pas la différence, c'est que de toute façon, une majorité de chasseurs appuient la RTLB. Donc, si je récapitule, en fonction des 3 axes de recherche qu'on a eus, donc les impacts de la RTLB sur les cerfs mâles, elle permet une récolte plus abondante de cerfs plus gros. En chiffre absolu, on récolte moins de mâles, mais ils sont plus gros. Donc, on en a plus qu'auparavant qui sont plus gros. Les impacts de la RTLB sur les populations, il n'y a pas vraiment d'effet noté. Et puis, finalement, les impacts de la RTLB sur les chasseurs demeurent favorables à son Application. Là, je reviendrai, il me passe une petite idée là, par la tête que je trouve importante et intéressante. Les impacts de la RTLB sur les populations, aucun effet noté. Dans les derniers mois, on a entendu dans les médias qu'il y a des villes ou des MRC qui voulaient absolument appliquer la RTLB sur le territoire pour augmenter les populations.
Fait que, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Je trouve il y a des gens qui s'avançaient sur des drôles de terrain, mais de toute façon, ce que je veux noter ici, c'est que la RTLB n'aurait pas d'impact sur les populations. Fait que miser sur la RTLB pour augmenter les populations, ça semble pas marcher. Miser sur la RTLB pour améliorer la qualité de la chasse, ça fonctionne. Mais sur les populations comme telles, il n'y a pas d'effet noté. Donc, je finis en ajoutant une petite section à des éléments dont on parle beaucoup moins dans tout, que ce soit chez nous ou ailleurs, dans tout le dossier de la RTLB. Puis il faut quand même prendre le temps de considérer ces éléments-là. Donc, on revient sur la rigueur des hivers, qui est le principal facteur de contrôle des populations de cerfs. Yvon l'a dit en début de présentation, au Québec, le cerf se trouve à la limite nord de son aire de distribution, ce qui fait en sorte qu'il est très sujet à des mortalités importantes lorsque des gros hivers. Donc, appliquer la RTLB dans certaines zones pourrait être un pari risqué pour les chasseurs qui, en voulant préserver un segment de population pour améliorer la dynamique de cette population-là, pourraient voir leurs efforts effacés lors d'un hiver particulièrement neigeux. Pour l'information, dans le fond, un cerf commence à avoir des limitations de déplacement quand l'accumulation de neige au sol dépasse 50 centimètres. Donc, c'est pas beaucoup. Pourquoi 50? Parce que ça touche surtout les segments plus jeunes. Donc, c'est eux qui sont vulnérables à cette. C'est sûr qu'un grand mâle de 5 ans, il y a moins de limitations par la neige que les fins de l'année ou les jeunes d'un an et demi. Puis, il faut se rappeler aussi que les mâles qui vont être épargnés par le RTLB, il va y avoir quand même une mortalité naturelle de l'ordre de 10 à 15 pour l'année. Donc, si on a un hiver difficile, euh, on part déjà avec cette hypothèque-là de 10 à 15 Ça peut grimper jusqu'à 30, 40 si on a un hiver particulièrement neigeux, effectivement. L'autre élément à considérer est celui de la biologie en tant que telle du cerf de Virginie, euh, en lien avec la biologie de l'orignal. Donc, le cerf de Virginie est porteur d'un parasite, le ver des méninges, qui est transmissible et mortel pour l'orignal. Donc, le cerf vit avec le cerf des méninges. Souvent, il va être un porteur sain, mais dans ses déplacements, il va transporter ce ver des méninges-là, qui a un cycle de vie un peu complexe, là, qui concerne notamment les escargots. Mais lorsque l'orignal mange finalement un escargot qui est infecté, ben, il se contamine au ver des méninges. Puis pour l'orignal, le ver des méninges est mortel. Donc, si avec la RTLB, où je veux en venir, c'est qu'on désire essayer d'augmenter les populations de cerfs dans certaines zones, notamment les plus nordiques. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a, si on fait ça, est-ce qu'il y a un danger de favoriser l'augmentation, la présence du ver des méninges dans l'habitat de l'orignal, ce qui aurait des effets qui pourraient être importants. Dans l'ouest du Québec, dans l'ouest du Canada, ils sont un peu pris avec ça. Et puis, on parle vraiment à l'occasion de scénarios un peu catastrophiques. Là. On perd beaucoup d'orignaux à cause du ver des méninges qui leur est transmis par le cerf de Virginie. Finalement, un dernier petit mot au sujet des États-Unis. Dans les commentaires, on lit de temps en temps là, que hey, on a juste à regarder aux États-Unis, ça marche, tempête, la QDM, RTLB. Non, je ne dirais pas ça. Il y a beaucoup d'États qui appliquent la RTLB et puis qui en semblent satisfaits, puis c'est correct. Mais il y a beaucoup d'États qui ne l'appliquent pas. Il y a même des États qui ont commencé à retirer la RTLB pour favoriser plutôt une application volontaire. En fait, il y a des États qui font des suivis similaires à celui du Québec,
Puis, ce qu'ils se rendent compte finalement, c'est qu'ils ont les mêmes conclusions qu'au Québec. La RTLB favorise la chasse de mâles plus gros, donc favorise l'expérience de chasse, mais ça n'a pas vraiment d'incidence sur le restant des caractéristiques des populations. Donc, ils ont exactement les mêmes conclusions que le Québec. Puis, il ne s'agit pas ici de comparer le Québec avec les États-Unis. Ce que je dis, c'est que les États-Unis ont dit qu'ils ont une longue historique de gestion du cerf, puis il faut quand même s'inspirer de certaines choses qu'ils peuvent faire. Puis, je mentionne ici que la National Deer Association, qui est une très grosse association sur le cerf de Virginie aux États-Unis, ne recommande même pas nécessairement l'application obligatoire d'une RTLB. On dit qu'elle préconise de manière générale une application volontaire de la protection du jeune mâle plutôt qu'une règle obligatoire sur la taille des bois, bien que l'utilisation d'une réglementation puisse être parfois justifiée. Donc, ça termine ici ce qu'on avait à vous dire ce matin. Donc, on peut passer à la période de questions. Rebonjour, Stéphanie. Allô, mon micro. Je n'ai rien pour l'instant. S'il y en a qui veulent poser des questions à Michel et Yvon, n'hésitez pas. On peut vous laisser un petit moment là, pour. Peut-être je peux regarder un peu les questions peut-être auxquelles on a répondu, là, peut-être dans les derniers webinaires. Peut-être que ça pourrait susciter l'intérêt de nos participants. Effectivement. Bon, Là, il faut juste que je trouve une façon de sorte d'avoir accès à mon écran. OK, OK. Michel, est-ce que. Non, je pense pas que ça va changer grand-chose. En attendant, vous voyez, il y a une question qui est revenue lors des 2 derniers séminaires. C'était les gens s'intéressaient à savoir si on avait eu la chance d'avoir plus de données que ce qui apparaît dans le bilan synthèse. Puis Ouais, non, on a eu à peine plus de données que vous. Il y a une rencontre à laquelle on a été invité il y a une couple de mois où on a vu un petit peu plus de résultats, en fait, plus de graphiques, là, mais on n'a pas accès aux données brutes, on n'a pas accès aux tableaux. Donc, nous aussi, il nous manque un peu d'informations. Entre autres, il y a des gens qui s'intéressaient à savoir si le fait d'avoir changé les règles de chasse avec le nouveau plan de gestion en effectivement. Ouais. cours de RTLB, est-ce que ça a pu avoir une influence sur les résultats de la RTLB? Puis ça, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas accès à ces données-là, à ces analyses-là, ni aux données brutes. Par contre, je rassure les gens sur le fait que le deuxième permis, donc le deuxième cerf en fonction d'un deuxième permis, n'a pas permis de prélever beaucoup plus de cerfs à grandeur du Québec, d'ailleurs. Puis dans les zones 6 sud, 6 nord, on parle de 3 de mâles de plus qui ont été prélevés à partir du deuxième permis. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont très, très gros. Peut-être aussi, tu pourrais donner un petit mot sur les chats nourriciers. On a fait Oui, quelques. oui, j'ai justement un nouveau courriel là, de ce matin. Oh, oh, Donc, oh. c'est un petit peu, c'est comme pas des bonnes nouvelles. En fait, vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation qui limite le nourrissage des animaux, dont les cerfs. Puis nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir si les champs nourriciers étaient dorénavant interdits. Puis il semble que oui. Fait que moi, personnellement, j'ai envoyé la question à des intervenants au ministère. Ils m'ont dit qu'ils me reviendraient bientôt. Ils ne sont pas encore revenus. Mais là, le nouveau courriel que j'ai, il vient d'un monsieur qui est responsable de l'information réglementaire sur la chasse, la pêche et le piégeage au service des affaires législatives et phoniques. En tout cas, c'est un monsieur qui est bien branché, comme on dit. Puis, selon lui, au ministère, puis selon lui, donc, les champs nourriciers ne sont donc plus permis, puisque leurs principales fonctions sont d'attirer et de nourrir le cerf de Virginie, peu importe la finalité souhaitée, dorénavant en contravention de l'article 30 de la loi. Hey Fait que boy. moi, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ce qu'on visait avec cette réglementation-là, c'était le nourrissage en ville, là, tout ce qui est lié à l'histoire du parc Michel Chartrand et autres.
Mais je trouverais ça dommage que les champs nourriciers écopent là, en fonction de cette loi-là. J'ai une question ici. C'est sûr que là, il faut considérer que le projet pilote est terminé, mais c'est Francis qui dit en fait qu'il est dans la zone 6 nord et que de l'autre côté de la rue, ça tombe la zone 7. Et il se demande pourquoi ne pas étendre l'étude dans les zones qui ceinturent donc la zone test pour avoir un effet à plus grande échelle. Euh, voilà. Euh, Là, quand ils ont décidé de faire la RTLB dans les zones 6 sud, 6 nord, là, ils se sont donné une série de critères pour rendre ça le plus objectif possible, je vais dire ça comme ça. Puis le ministère cherchait des zones qui sont le plus uniformes possible. Donc, c'est vraiment celle-là qu'on a ciblée, 6 nord, 6 sud et 7 sud. Puis là, bien entendu, on y va aussi avec la quantité de ressources humaines qu'on a pour travailler. Donc, un territoire plus grand n'était pas envisageable. Mais ce que je me dis, ben, peut-être que ça pourrait être une avenue envisagée de l'étendre à des zones, à proximité des zones. Là, je parle pour le ministère, là, bien entendu, mais peut-être que ça pourrait être le fun là, de dire, bon, ben, dans un second temps, on peut agrandir la zone dans laquelle on a de la RTLB pour regarder tranquillement ce que ça fait et les avantages que ça a pour les chasseurs. Je pense que finalement, cette question-là devient une suggestion qui est vraiment intéressante. Ben, dans le fond, le projet pilote, lui, il est terminé, hein. Ouais. Là, ça va être un choix qui va être fait à partir de sondages et d'opinions juridiques, etc., qui va prendre une décision sur l'application dans chaque zone de chasse ou sous-zone de chasse, parce que ça peut être différent dans des sous-zones. Donc, c'est là qu'on en est. C'est sûr que quand on est forte densité, des zones de forte densité qui sont particulièrement au sud du Québec, probablement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être favorables, ce qui est probablement normal. Plus qu'on va aller dans des régions plus nordiques où la population de serre est plus limitée, ben, là, à ce moment-là, il va y avoir une bonne réflexion avant de dire on met cette solution en place, là. Merci. J'ai une question concernant les différentes possibilités d'application de la RTLB, en fait. Quelles sont les options d'application, finalement, que le ministère pourra considérer? Est-ce qu'on parle euh, d'une application provinciale uniforme? Est-ce qu'on parle d'application régionale, d'une application volontaire? Donc, finalement, quelles sont les options d'application que le ministère va considérer? Je... Ça, c'est difficile ben, c'est en partie difficile à répondre parce qu'on n'est pas dans leur peau, puis on n'a pas tous les critères qui s'imposent là, pour déterminer des règlements. Par contre, il y a quelque chose qui nous ont, lorsqu'on avait des rencontres là, sur lesquelles ils revenaient souvent, là, c'était le fait que ça prenait des zones où il y avait beaucoup de serres pour implanter la RTLB. Ça, il y avait l'air d'être tenir. Donc, je m'avance, là, mais moi, je ne pense pas que le ministère va aller pour une application à la grandeur de la province de la RTLB parce que il y a trop de différences entre les populations, les dynamiques de population. Lorsqu'on est à l'extrême sud du Québec, aller jusqu'aux populations là, qui sont les plus nordiques, là, Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Capitale-Nationale ou plus au nord, dans Charlevoix. Là. Donc, un exemple, là, en Gaspésie, il n'y a pas de tirage au sort de permis de femelle. On sait que les jeunes mâles d'un an et demi représentent dans ce coin-là une bonne proportion de la récolte totale de mâles qui se fait en Gaspésie. Si tu t'implantes la RTLB, ben, tu coupes ton succès de chasse de combien, Yvon? 40 50% au moins. Bon,
Fait que là, Hmm. comme il n'y a pas de permis de serre à la femelle, de permis de serre sans bois dans cette région-là, on ne peut pas compenser la perte à cause de la RTLB. Donc, on n'émet pas de permis de femelle. Donc, si on applique la RTLB, on coupe presque notre succès global de chasse en deux. Fait que je ne suis pas sûr que ça ferait l'affaire des chasseurs de ce coin-là, là, finalement. Puis ça me surprendrait que le ministère implante la RTLB dans des zones où il n'y a pas de tirage de permis de serre sans bois. C'est ça. Une dernière question. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un aperçu de l'état de la population du cerf de Virginie au Québec? Est-ce qu'on est dans est-ce qu'on parle d'une population normale? Est-ce qu'on est en déclin, en augmentation? Est-ce qu'on a une idée là, de l'état actuel? Oui, attends. Ouais, vas-y pour un premier niveau de réponse. Je vais essayer de voir si je peux Premier trouver. niveau de réponse, depuis quelques années, le ministère s'avance beaucoup moins sur les populations totales d'animaux au Québec, que ce soit pour l'orignal, que ce soit pour le cerf de Virginie, que ce soit pour le dindon. Auparavant, là, dès qu'on travaillait sur un plan de gestion, la première donnée qu'ils nous donnaient, c'était l'évaluation de la population du Québec. Ils ne le font plus. Je l'ai demandé encore récemment pour le dindon sauvage, puis si on pouvait me donner un aperçu, puis non, il ne se lance plus là-dedans. Donc, on n'a pas de chiffres récents sur la population totale de cerfs de Virginie. Bon, Euh, OK. Oui, je peux-tu attendez un peu. Oui, tu peux partager ton écran, Yvon. Moi, je peux partager mon écran attends un peu d'abord. Je sais pas, là, je vais donc là, c'est ça pour vous voir aussi en même temps. Bon. On- Par contre, là, si je continue en attendant qu'ils vont mettre Oui, son écran, il y a clairement des indices, des indicateurs qui nous montrent que les populations de cerfs au Québec vont extrêmement bien. Moi, je demeure dans le coin de Stoneham, puis, qui est une région quand même assez neigeuse, là. Puis encore hier, non, vendredi matin, jeudi matin, en m'en venant travailler, là, il y avait un accident, là, il y avait deux véhicules et un chevreuil là, dans le coin de Lac-Saint-Charles, là. Donc, non, les indicateurs démontrent que la population de cerfs au Québec va très bien. Puis, on, on parle constamment de changement climatique, de réchauffement tranquillement de l'adoucissement des hivers. Donc, on peut penser qu'avec le temps, on va se rapprocher du nord des États-Unis, où il y a encore plus de cerfs que nous. Fait que je ne vois pas du tout, la population n'est pas en danger, la population va très, très regarde, bon, je vais partager mon écran quelques instants. Je l'arrête. OK, c'est beau. OK. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. C'est bon. OK. Dans le fond, on a ici cette carte-là qui est peut-être pas facile à lire, mais si on regarde les zones en rouge là, qui sont vraiment au sud du Québec, donc ce sont des zones qui sont fortement au-dessus du niveau souhaité. Donc, le ministère, dans chacune des zones de chasse, établit un genre d'objectif de nombre de cerfs au kilomètre carré. Au centre du Québec, on est à peu près à 5 cerfs au kilomètre carré. C'est ça l'objectif. Donc, en rouge, c'est qui sont au-delà. Euh, vraiment au-delà, là, quand je dis c'est fortement au-dessus du niveau souhaité. Tout ça veut dire qu'il y a beaucoup de déprédation agricole, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'éléments qui font que la population est très élevée. En orange, c'est au-dessus du niveau. Donc, c'est pas fortement, mais c'est au-dessus. En jaune, c'est pile sur l'objectif. Donc, ça, c'est les zones qui sont pile sur l'objectif. Puis les autres couleurs, les autres verts, donc, et le blanc, blanc, c'est des populations marginales, donc probablement qu'il n'y aura pas de RTLB dans ces zones-là. De toute façon, il n'y a pas de serre en bois. Les zones vertes, ben, c'est en dessous des niveaux souhaités ou fortement en dessous, là, comme ici, la zone 2. Donc, c'est un peu comme ça que c'est géré. Donc,
on trace cette carte-là à toutes les années. Là, j'ai la version 2019. Donc, ça peut donner aussi une espèce d'idée où ça pourrait être applicable. On peut dire que ce qui est rouge, ça serait, à mon avis, ça aurait bien de l'allure, là. Probablement l'orange aussi. Jaune, ben, on est pile dessus. Ça, là, c'est plutôt le choix des chasseurs. Dans le vert, ben, c'est peut-être moins souhaitable là, parce que c'est des zones qui sont beaucoup plus marginales. Fait que ça répond un peu peut-être à ta question là. Oui, ouais, ça donne un bon portrait. Il n'y a plus de questions dans le chat, donc ben, c'est ce qui va mettre fin à ce webinaire. Je vous rappelle que vous recevrez un courriel là, récapitulatif dans les prochains jours, probablement en début de semaine. Ça inclura la captation de la séance et le sondage. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir des questions qui pourraient vous venir en tête suite à la séance de ce matin. Ça va nous faire plaisir de vous répondre par courriel. J'ai mis l'adresse courriel justement dans le chat. Donc, merci beaucoup, Yvon. Merci, Michel. Merci à vous d'avoir eu cet intérêt et d'avoir voulu vous informer davantage à ce sujet-là. C'est un plaisir de pouvoir vous partager ces informations-là. Oui, oui, merci d'avoir été là. Vraiment. Merci. Bonne journée, OK, bon bon, samedi. OK, Bonne au journée. revoir à Bonne tous. journée. Bye.